Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode précédent, on a parlé de matrimoine en long, en large et en travers. Et ce week-end, c'est les journées du patrimoine justement. Donc si tu écoutes cet épisode dès sa sortie, il est encore temps d'aller regarder les événements consacrés au matrimoine près de chez toi, et on se retrouve juste après. Il se trouve que pour la 10e édition des journées du matrimoine, l'antenne Île-de-France de la Fédération HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture a mis en avant la figure de Fanny Raoul. Et je n'avais jamais entendu parler d'elle avant ça. Donc je me suis dit que ça méritait bien un portrait. Plot twist, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis vite rendu compte qu'on a finalement très peu d'informations biographiques sur Fanny Raoul, même pas une image d'elle. Mais cette absence, c'est un sujet en soi, donc on s'en reparle dans la dernière partie de cet épisode. Et comme le matrimoine qu'elle nous a laissé, c'est avant tout un texte puissant, on va aussi en parler. Donc, après Bertha Pappenheim, c'était l'épisode 14, dans la famille, les féministes old school trop cool, je demande Fanny Raoul. Oui, je t'ai vu te frapper le front de désolation. Fanny Raoul est née en 1771 à Saint-Paul-de-Léon en Bretagne, dans une famille de la bourgeoisie judiciaire. Elle est donc éduquée et son père l'encourage à écrire. Même s'il la voyait plutôt écrire du théâtre, des textes d'agrément, tout ça. Encore une qui a déçu les espoirs paternels. Fanny Raoul a certes beaucoup écrit, du roman, de la poésie, mais aussi des essais et en tant que journaliste. Elle était surnommée l'Amazone armoricaine. Ça claque quand même. Et osons le terme, elle était féministe. Ou du moins, elle l'aurait été si le mot avait déjà été inventé. Elle a vécu pendant la Révolution française, une période de changement, sans déconner, et donc de beaucoup d'espoir. Espoir allègrement douché par la misogynie de rigueur chez les révolutionnaires. Abolissons les privilèges, mais bon, surtout ceux des autres, quoi. Elle est morte à Paris en 1833, à 62 ans, célibataire et libre, je cite ici Michel Perrault, et je vais maintenant me l'imaginer en femme à chat, façon la dame des Aristochats, ça parfait le tableau. Blague à part, le fait qu'elle ne soit pas mariée est un aspect important du combat féministe. Les féministes, les femmes engagées de manière générale, étaient la plupart du temps soit célibataires, soit veuves. En vrac, Hubertine Auclair, Louise Michel, Joséphine Pincallet, Flora Tristan, tout ça. Fanny Raoul en était bien consciente, car le mariage était l'un de ses chevaux de bataille. Et quand on nous dit aujourd'hui que si on ne se calme pas, on finira seul avec nos chats, c'est une promesse, c'est aussi en référence à ces femmes, même si les hommes qui brandissent cette menace l'ignorent la plupart du temps et se contentent de répéter ce qu'ils ont entendu ailleurs. Donc, menacez tout ce que vous voulez, la comparaison est plutôt flatteuse en fait. Petite parenthèse sur les femmes et la Révolution. Au début de la Révolution, tous les espoirs étaient permis, les femmes ayant obtenu pas mal de droits, notamment en termes de divorce et de reconnaissance des enfants naturels. Rappelons que pendant la Révolution, les femmes sont actives sur la place publique, mais exclues des structures officielles et de l'armée, notamment parce qu'on leur refuse le droit de vote. Elles sont aussi exclues des débats politiques, et celles qui y assistent quand même dans les tribunes reçoivent le sobriquet de tricoteuses. C'est dire s'ils l'y prenaient au sérieux. Et s'ils n'y connaissaient rien du tout en tricot, parce que tricoter n'empêche absolument pas d'écouter ou de réfléchir en même temps. C'est sans doute bien le problème. En 1793, elles perdent la liberté d'association. Toujours cette peur et cette méfiance des sorcières, je voulais dire des femmes qui parlent entre elles, on en a déjà parlé plusieurs fois. Puis les journaux commencent à traîner dans la boue les femmes qui font de la politique. On a peur de la soi-disant virilisation des femmes engagées en politique. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je te recommande Rage Against the Machisme de Mathilde Larère. Les écrits de Fanny Raoul augurent bien de ce qui se profile. Sous le consulat, le code Napoléon signe la fin de la récré, et les femmes mariées deviennent des mineures sous la tutelle de leur mari, sur fond de toute puissance des patriarches, d'interdiction de l'adultère que pour les femmes, et de devoir conjugal. Tu te demandes pourquoi elles se mariaient encore ?
Outre la pression sociale, les salaires des femmes étaient trop bas pour une vie décente. Là encore, rien de nouveau sous le soleil du XXIe siècle. Je voudrais parler maintenant d'Opinion d'une femme sur les femmes, le texte sans doute le plus connu de Fanny Raoul aujourd'hui. Un court pamphlet, 33 pages, écrit en 1801. Commençons par un peu de contexte. Franchement, en le lisant, je ne m'attendais pas à autant rigoler. Parfois parce que ça tire à balles réelles, il y a des punchlines à ressortir sur LinkedIn, c'est moi qui te le dis, je t'en citerai d'ailleurs quelques-unes juste après. Et parfois c'était plutôt un rire nerveux parce que certains arguments qu'elle se propose de débunker, on les entend encore presque mot pour mot aujourd'hui. Bon, je ne te cache pas que le texte datant de 1801, certains bouts vieillissent moins bien que d'autres. Notamment le racisme, surtout sous forme d'analogies approximatives pour étayer ses arguments, à base de mythes du bon sauvage qui était en vogue à l'époque, d'assimilation des Noirs, des femmes et de l'esclavage qui est aujourd'hui contesté. Il y a aussi du nationalisme exacerbé, mais bon, ça se comprend quand même un peu, c'était la Révolution. Et elle reste dans une binarité homme-femme avec un fond de sauce d'essentialisation. Les hommes sont naturellement violents et tempérés par les femmes naturellement douces, et de complémentarité des sexes. Mais il y a aussi tout plein de choses à garder, voire qui n'ont malheureusement pas pris une ride. En lisant, je n'arrêtais pas de penser à ceux qui nous disent que les féministes d'aujourd'hui exagèrent, avant elles savaient se tenir. C'est franchement ignorer tout ce que faisaient et disaient les féministes d'avant, on va y revenir dans la 3e partie. J'ai aussi été touchée par son sentiment d'imposture qui transparaît en arrière-plan, souvent par des marqueurs d'hésitation dans ce qu'elle dit « je ne suis pas assez bonne pour être un auteur, je suis une simple femme, etc. » et qui jure avec l'assurance de ses affirmations et sa plume acérée par ailleurs. Alors de quoi nous parle-t-elle dans ce texte ? Fanny Raoul a des idées progressistes notamment sur l'égalité, qui n'est pour elle pas seulement une histoire de droit, mais aussi une nécessité sociale. Elle dénonce le statut inférieur des femmes, tout simplement. Sur le mariage, elle revendique la séparation des biens sans laquelle la femme perd tout son patrimoine économique et devient dépendante de son mari. Elle rejette aussi le fait que le mari soit le seul chef de famille. Pour elle, les droits de la mère étaient bénéfiques à toute la famille. Elle dénonce le poids des préjugés, de l'opinion. Elle prône l'éducation, l'importance d'apprendre à penser par nous-mêmes, prendre conscience des problèmes pour pouvoir les combattre. Elle parle de l'importance de la socialisation, même si là encore le terme est anachronique bien sûr. Les préjugés façonnent le réel, on te croit stupide, on ne t'éduque pas, on t'apprend à douter de toi et du coup tu oublies et ignores ce dont tu es capable. Pour la citer, on va juger sur les faits quand il faudrait remonter à la cause. Elle rappelle aussi l'importance des carrières dans les sciences et les arts pour les femmes. Elle débunk aussi quelques idées préconçues sur les femmes. Oui, tout ça en 33 pages. Et je crois que c'est là qu'elle reste la plus actuelle. C'est pire ailleurs. De quoi vous vous plaignez ? Les femmes sont physiquement moins fortes, donc c'est normal qu'elles soient traitées comme inférieures. Les doubles standards sur ce qui est acceptable chez un homme et une tare chez une femme. Elle avait aussi déjà identifié cette peur des hommes d'être traités comme ils traitent les femmes s'ils leur lâchent la bride. Mais jusqu'où ira cette histoire d'égalité, nous demande-t-il encore aujourd'hui. Je trouve ça bien de finir cette partie sur Opinion d'une femme sur les femmes en entendant un peu Fanny Raoul elle-même. Donc c'est parti pour quelques punchlines soigneusement choisies par mes soins. Je te préviens, elle n'avait pas sa plume dans sa poche. Donc je cite « Dans un demi-siècle au plus tard, les femmes auront recouvré leurs droits ou l'Europe sera retombée dans la barbarie. » Bon, apparemment, l'Europe a choisi la barbarie finalement. Autre citation, je vais encore me faire des potes sur YouTube. L'homme, cet être égoïste et vaniteux qui rapporte tout à lui seul, au lieu de voir dans sa femme sa compagne, son égale, s'obstine à n'y trouver qu'un être uniquement créé pour lui, qu'un rocher agréable qu'il brise comme un enfant capricieux et mutin lorsqu'il en est là, ou qu'il rejette quand il y trouve une résistance qu'il n'attendait pas. Et cette résistance, qu'on appelle caractère chez les hommes, est traitée d'opiniâtreté, de désobéissance chez les femmes. Ou encore, à propos de la valorisation de la douceur chez les femmes comme outil de domination. La preuve que cette remarque est juste, c'est que ce sont toujours les hommes les plus despotes qui vantent les charmes de la douceur dans une femme.
Et une petite dernière à propos de l'argument comme quoi les femmes sont faibles physiquement, donc méritent d'être dominées. Attention, ça pique. Ésope, à la formation duquel la nature sembla se jouer pour prouver qu'elle réunit les contraires, Ésope était petit, difforme et conséquemment débile. Montaigne, Pascal, Rousseau l'étaient aussi. Les ouvrages de ces hommes illustres font-ils préjuger la faiblesse de leur organisation ? Nul doute pourtant qu'ils n'eussent perdu leurs droits d'hommes et de citoyens s'il les avait fallu disputer ou acquérir à la lutte. Voilà, il y en a qui sont rhabillés pour l'hiver. Je voudrais finir en parlant de l'invisibilisation cyclique et systématique de la contribution des femmes. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, et c'est tout l'enjeu des journées du matrimoine. Les femmes et leurs créations sont effacées au fur et à mesure. On veut bien en laisser une par anthologie à la rigueur, mais pas plus. Dans la postface du livre de Fanny Raoul, l'éditrice cite plusieurs techniques pour cela. Il s'inspire des femmes qui les soutiennent et puis s'effacent, les fameuses muses qui sont souvent loin d'être des simples plantes vertes. Il s'approprie leur travail. On a déjà pu parler d'effet Mathilda, d'autres reprennent leurs journaux, leurs écrits. Pensons par exemple à Francis Scott Fitzgerald et sa femme Zelda, et oublie de les citer. Il pille et plagie, Voltaire, champion olympique de la discipline. Il stigmatise les femmes, forts de leur prétendue neutralité et universalité. Il décrédibilise, par exemple, les précieuses ridicules. Et en écho, les femmes sont conditionnées à douter, se sentir illégitimes, moins osées, et donc s'effacer d'elles-mêmes. On parlerait aujourd'hui de syndrome d'imposture. C'est la magie de l'intériorisation, le boulot finit par se faire tout seul. Et si on ne questionne pas ces stratégies, actuelles mais aussi passées, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un patrimoine revendiqué à 90% masculin. L'invisibilisation se fait aussi par abus du masculin. Le récit historique est écrit au masculin générique, par des hommes, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, qui ne pensent qu'à des exemples d'hommes, et pouf, on fait comme si le reste n'existait pas. Moralité, si les femmes sont oubliées, c'est pas un accident, le système fonctionne comme prévu. C'est valable pour l'invisibilisation des femmes, mais aussi pour l'invisibilisation des luttes féministes. Il nous faut réinventer la roue à chaque génération faute de transmission. C'est quelque chose dont j'avais vraiment pris conscience en lisant Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. Qu'on n'ait jamais entendu parler de Fanny Raoul, puisque c'est d'elle dont on parle aujourd'hui, mais ça aurait pu être plein d'autres femmes. Ce n'est pas un hasard ou un accident de l'histoire. C'est d'autant plus vrai quand on parle de féministes radicales. Par exemple, la proto-féministe de la Révolution qui est la plus connue aujourd'hui, c'est Olympe de Gouges. Ce n'est pas un hasard, ils n'ont pas tiré à plouf plouf, c'est toi la féministe qu'on gardera. C'est parce que c'était loin d'être la plus révolutionnaire du tas. Elle était modérée, Mathilde Larère parle d'icône consensuelle. Elle était par exemple favorable au suffrage censitaire, donc pour les plus riches, ne demandait pas le droit aux armes, qui était pourtant une grosse revendication féministe à l'époque, le contrôle de la violence, on le rappelle, étant l'une des formes de domination primordiale. Et donc, quitte à garder la femme réglementaire, c'est elle qu'on a reconnue plutôt qu'une autre. Quand j'ai lu que Fanny Raoul débunkait un argument du style « Oh, de quoi vous vous plaignez, c'est pire dans d'autres pays ?» Franchement, j'ai failli tomber de ma chaise. Ce n'est ni plus ni moins que le « gna gna gna, il y a des combats plus importants » qui est en vogue actuellement dès qu'on revendique autre chose que le droit de respirer. Je me suis alors rendu compte pourquoi on nous empêche la transmission intergénérationnelle. Sinon, il faudrait qu'ils se renouvellent un peu de temps en temps dans leur misogynie au lieu de répéter sans cesse les mêmes rengaines en ayant l'air aussi contents de leur trouvaille que les mecs qui me disaient « C'est clair, Claire !» avec l'air du mec qui pense être vraiment le premier à me faire la blague. Alors que là, nous maintenir dans notre ignorance, ça leur permet de recycler, c'est bien, c'est écolo. Et alors je ne résiste pas à partager sa réponse au « il y a des combats plus importants ». La loi ne sévit pas contre ceux qui maltraitent les femmes, donc ne nous réjouissons pas trop vite. Une réponse qui vieillit malheureusement un peu trop bien. Encore aujourd'hui, la loi ne sévit pas contre les harceleurs, agresseurs, violeurs et autres féminicides. Alors, les anciennes féministes, ou proto-féministes, elles étaient plus raisonnables ? J'ai puisé dans Les Grandes Oubliées et Rage Against the Machisme quelques exemples de féministes old school dans leurs œuvres.
En 1936, elle perturbe la finale de la Coupe de France de foot en lâchant des ballons rouges lestés de tracts dans le stade. Lors du combat pour le droit de vote, elles offrent aux sénateurs des chaussettes avec l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». Ou encore, dans les années 1880, elles renversent carrément les urnes pendant les élections. Donc voilà, tu sauras quoi répondre quand on te dira que le féminisme c'était mieux avant. Alors oui mon chat, mais pas pour les raisons que tu crois. Y a pas à dire, l'éducation c'est vraiment la clé. Le contrôle de l'information, deuxième forme de domination primordiale desquelles découlent toutes les autres. Et au passage, la troisième, c'est le charisme. Donc pour conclure, on le voyait avec le matrimoine, l'histoire n'est pas figée. On ne sait pas déjà tout ce qu'il y a à savoir. Et on a tout intérêt à aller gratter, voir ce qui se faisait ou ne se faisait pas avant. Bien sûr, il faut faire le tri des idées dépassées, mais on peut quand même conserver les graines qui vaillent la peine plutôt que de repartir de zéro à chaque fois. Là encore, l'idée est d'enrichir, plutôt que de réinventer la roue. Ça a plusieurs avantages. Nous aussi, on pourra recycler des arguments au lieu de se retrouver comme deux ronds de flanc sans savoir quoi répondre. On peut aussi apprendre des erreurs passées et trouver de nouvelles idées. Rendez-vous à la prochaine finale de Coupe du Monde. On se rendra compte qu'on n'est pas seul, que ce n'est pas nouveau, qu'on ne s'invente pas des problèmes. C'est puissant, je trouve, quand on se sent un peu trop vulnérable face au gaslighting des antiféministes et conservateurs de tout poil. Je sais que c'est mon cas. Non, on n'a rien inventé, non, on va pas se taire. Et aussi, on répare la transmission intergénérationnelle. On apprend de nos aînés et eux, et pas uniquement de nos aînés et, qui de toute façon nous disent que c'était vachement mieux avant. Et bien sûr, j'espère t'avoir fait découvrir un peu Fanny Raoul et sa plume acérée. C'était un exercice intéressant de repartir d'une page blanche et d'aller creuser à droite à gauche au fil des découvertes. À la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode le site HF Île-de-France qui a mis Fanny Raoul en avant, Opinion d'une femme sur les femmes, le pamphlet de Fanny Raoul avec une préface de Michel Perrault, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, A Rage Against the Machisme de Mathilde Larère, et à propos des formes de domination primordiale et tant d'autres choses, Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, David Graeber et David Wengrow. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!